Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Mon invitée est sûrement une passionnée de photos. Elle tenait dernièrement une exposition au Centre d'art Rotary, mais pas n'importe quelle exposition. C'est une exposition de photos. Alors, photos de monuments funéraires. Il faut le faire. Mon invité, l'artiste de la Sarre, Mme Nathalie Douard. Madame Douard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Douard, parce que c'est un peu spécial. Je pense que vous faites parler beaucoup de monde. Je pense que oui. Effectivement. C'est sûr que la première question que je vais vous poser, puis vous la faites poser régulièrement, puis vous me voyez venir avec mes grands sabots, j'en suis persuadé. Pourquoi des photos de monuments funéraires? Ça n'est pas lugubre. Du tout. Du tout. C'est qu'un jour, j'ai eu à me promener dans les villes et villages de l'Abitibi-Ouest et j'avais à entrer dans les cimetières. Et j'ai réalisé que les cimetières contenaient des petites œuvres d'art qui passaient vraiment inaperçues. Parce que quand on va dans les cimetières, c'est avec un deuil, c'est avec de la tristesse, les larmes dans les yeux, et on ne s'attarde pas à faire une visite touristique du cimetière, mais seulement d'aller pour notre défunt. Donc, oui, puis on va sur nos monuments, à notre famille, puis on repart. Et c'est la majeure vraiment partie du temps. Oui, on va au monument du défunt. On ne fait même pas le monument c'est ça. Côté, on va voir là, notre famille, notre monument familial. Comme moi, j'en ai un monument familial. Je vais le voir, je me recueille un peu et je m'en retourne. Tout simplement. Et souvent, on y va pour enterrer notre défunt et on n'y retourne pas. Et on n'y retourne pas. Ça, c'est une chose aussi. Oui. Alors, c'est comme ça. Moi, cette passion pour la photo, parce que ce sont des photos que vous prenez, et non pas des peintures. Là, je vous ai demandé pourquoi des monuments funéraires, mais je joins aussi à cette question-là. D'où vient cette passion pour la photo? Ben c'est sûr que le plus loin que je peux aller, c'est les murs de salon de ma grand-mère qui étaient tapissés et incroyablement tapissés de photographies de ses enfants, de ses petits-enfants, autant du noir et blanc que de la couleur. Et j'aimais beaucoup regarder ce qu'on pouvait y lire, l'interprétation, l'histoire qu'on pouvait voir à travers ces photos-là. Et par la suite, ma mère elle-même prenait beaucoup de photos, elle aimait ça. Et j'ai un peu baigné dans les arts, différents petits cours. Puis c'est un accident que j'ai eu qui a été un peu l'élément qui a fait que j'ai appris un peu plus et j'ai eu le temps d'apprendre un peu plus, lire. L'élément déclencheur, oui, si vous de façon permettez. autodidacte. C'est ça, exactement. J'ai eu le temps. Vu que l'émission passe le 9 de février, votre exposition tire à sa fin si elle n'est pas terminée, le 10 février. 36 photos que vous avez prises, comme on disait, de monuments funéraires, puis tout ça. Quels sont les endroits où vous avez pris ces photos-là? C'est un peu partout en Abitibi-Ouest? J'ai fait le tour de l'Abitibi-Ouest. Donc, à partir de la carte des villes et villages d'Abitibi-Ouest, j'ai fait le tour de toutes les cimetières. Et je suis allée trouver les petits monuments qui avaient de l'éclat et qui donnaient un côté moins obscur au cimetière. Donc, c'est à 1, 2 ou 3 reprises que je suis allée dans ces cimetières. On va montrer ici, on va demander au caméraman de venir chercher un gros plan. C'est le genre de photos que vous prenez. Quand on regarde cette photo-là, qui va apparaître à l'écran, voilà, quand on regarde cette photo-là, on va passer à côté d'un monument, puis on va simplement passer à côté, on va jeter un coup d'œil, OK, mais quand on regarde cette photo-là qui a été prise à un monument funéraire, ça n'est pas pareil. Quand on la regarde là, et on la voit vraiment autrement. Il y a des choses qui vous accrochent là-dedans. C'est sûr, parce que moi, j'en ai fait beaucoup de photos, puis j'en fais encore beaucoup. Puis, on voit des choses que les gens qui ne sont pas des passionnés de photos ne voient pas. Puis, je vais vous donner
un exemple et vous avez apporté ici quelque chose de vraiment fantastique. J'espère qu'il est du bon bord. J'espère oui, que c'est correct. oui. Garde ça. Ça, là, expliquez-moi, c'est quoi? Mais c'est un morceau de bois. C'est un petit morceau de bois que ça faisait 2 jours que je voyais sur le bord de la route et qui me fascinait avec les couleurs de l'automne autour, les jaunes, bruns et ocre. Et je pouvais pas passer à côté une 3e journée. Je suis arrêtée avec mon appareil et j'ai posé. Mais je voyais là quelque chose de solide et qui me parlait beaucoup, avec beaucoup d'histoire, puisque c'est un morceau avec quand même de l'âge. Oui, oui, exactement. Parce que, et puis j'en viens justement à ça, à des visions des fois que des personnes qui ne sont pas habituées de prendre une photo. Moi, j'ai déjà vu un morceau de bois qui arrivait de l'eau, un arbre. C'était très vieux, puis il y avait 2 manières de le poser. Je l'ai posé en plongée, qui disait à peu près rien. Puis là, je me suis couché à terre, puis j'ai été le prendre vers le haut avec le soleil et les nuages. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la photographie artistique, dans ce que je fais, c'est de donner plusieurs sens à ce que la personne va voir. Parce qu'on peut en donner plusieurs. Oui, puis j'ai des photographies que les gens ont vues qui se demandaient si ça n'avait pas été peint. Et dernièrement, on m'a posé la question justement sur mon exposition sur les monuments des cimetières en Abitibi-Ouest. Et non, c'est pas peint, c'est la façon dont j'ai posé parce que je manipule aucune de mes photos. Mes photos, c'est des clichés. C'est pris véritablement sans retoucher absolument d'aucune façon. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut faire à peu près ce que qu'on veut, mais les vôtres ne sont pas retouchés. Aucunement retouchés d'aucune façon. Et c'est ce que j'aime, de voir les gens regarder une photo et de l'interpréter à leur manière. Oui. Et moi, je dirais que... Non, moi je vois ça de même. Ça, exactement. Fait qu'on peut voir une photo et avoir 5 visions différentes, tout simplement. Et ça me plaît beaucoup. Oui, c'est passionnant à ce moment-là. Oui. On revient au monument funéraire, Madame Douard. La beauté des monuments, mais aussi les hommages gravés dans la pierre. Oui. Ça, c'est aussi vraiment fantastique. Moi, c'est ça que je suis allée chercher les petites pièces artistiques qui accompagnent les monuments. Okay. Et j'ai fait attention de respecter les familles et les défunts. Donc, sur aucune de mes photos, j'ai placé le nom de quelqu'un ou les dates de décès ou de naissance par respect pour les familles, par respect pour les défunts. Alors, il y a beaucoup de monuments qui ont des choses incroyables de gravées. Oui. Certaines fois, j'ai pu les montrer au public, mais d'autres fois, par exemple, que je me suis gardé une réserve pour justement conserver le respect. J'ai pris ces photos-là dans le plus grand respect. Ah oui, totalement. Je m'étais moi-même placé des critères et ça faisait partie des critères. Je vous en félicite parce qu'il y en a qui... Peut-être qui aurait dit, ben regarde, moi, je m'en fous un peu, regarde, c'est beau, puis que je le pose, puis ça fera si ça voudra. Alors, vous avez fait ce travail-là, ce qu'on peut appeler ça un travail d'artiste, dans la loyauté et l'honnêteté et le respect. Oui, et un autre des critères, c'était de rien déplacer. Même si c'était une branche, il n'y avait aucun déplacement qui m'était permis de faire. Ça, c'est important. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, vous voyez les cimetières d'un œil différent? Ah, bien sûr. Je les vois beaux. Oui, exactement. Plein de couleurs, éclairées, gaieté, plein de messages, d'histoires, oui. Expliquez-moi une chose, Madame Douard. Dans les fils de presse que j'ai reçus, à un moment donné, je lisais « Un projet à moi, de moi, pour moi ». Parce qu'on ne m'a pas demandé de faire ce projet-là. C'est une idée qui m'est venue en tête de prendre des clichés et par la suite, l'autre idée, la seconde idée était de présenter ces clichés-là pour montrer aux gens, à la population, au public, qu'on peut voir les cimetières d'une autre façon qu'avec la tristesse et le deuil. Et pour ne pas me créer d'attente non plus. Pour ne pas avoir l'impression qu'on attend quelque chose de moi et un résultat de ce que j'ai fait. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé « À moi, de moi », parce que comme ça, c'est
Moins de pression aussi. C'est hein. personnel. Ça devient plus... C'est ça. C'est vraiment pour plaisir, par plaisir. Par plaisir Oui. et par plaisir personnel. Et comme Oui. vous dites si bien, Oui. non pas pour faire plaisir à M. X, Non. à Mme Y, là. C'est pour moi. Oui. Je les ai faits pour moi parce que ça me tentait de le faire. Puis moi, je vous en féliciterai toujours pour... vous avez fait ça dans la dignité et dans le respect parce que on sait que un cimetière, on dit tout le temps qu'il repose en paix. Là. Ouais. C'est ce que l'on dit. Ils sont là. On ne va pas là jamais pour essayer de... On va pas là toujours avec le grand sourire, là, c'est pas vrai. Donc, c'est parce qu'il y en a qui auraient pu peut-être faire la même chose que vous, mais totalement différent de vous, avec le respect un petit peu moins observé à ce moment-là. C'est ça qui est important, parce qu'on ne rentre pas dans un cimetière comme on rentre dans un champ de blé. C'est pas vrai. Et c'est pas la maison familiale, le C'est cimetière. pas la maison... Non, exactement. C'est le recueillement, puis... c'est ça, c'est Ouais. le respect. Ouais. C'est ce qui est très important. Vous dites cliché presque radieux, empreint de sérénité et soulignant des aspects parfois surprenants des cimetières. C'est vrai qu'il y a des aspects surprenants? Oui, oui, il y a des aspects surprenants parce qu'on ne trouve pas toujours ces petits détails-là partout. Et c'est empreint d'histoire et souvent aussi d'émotion. Quand on arrive sur une pierre tombale d'un petit bébé et que le monument qu'on voit dit ce qu'il y a à dire, il y a beaucoup d'émotions aussi. Mais non, c'est serein et c'est coloré et c'est pas avec tristesse. Ça. Une seule photo est réellement triste et une qui est rigolo. Vous parlez d'un petit bonhomme à ce moment-là. Mon petit bonhomme, je l'ai appelé ce cliché-là taquin. Parce que le petit bonhomme que j'y vois, pour moi, il est taquin. Et dans les 36 clichés que j'ai présentés dans l'exposition, il y a une photo qui est moins lumineuse et moins colorée que les autres. Okay. Pas parce que je voulais y apporter un côté sombre au cliché ou à ce que je voulais présenter, parce que je trouvais que celle-là parlait d'elle-même. Elle parlait d'elle-même. Oui. Juste en 30 secondes, parce qu'il reste à peine 30 secondes, quelles sont les photos que vous avez captées? Est-ce que vous captez des couchers de soleil, des oiseaux, des choses de même, ou si ce n'est pas dans votre... Beaucoup d'objets de nature morte, oui, animaliers un peu, Okay. des couchers de soleil aussi quelquefois, quand ils sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'on en a des beaux en Abitibi. Oui. Madame Douard, merci infiniment, puis... c'était un peu spécial, mais lorsque l'on jase avec vous, on s'aperçoit très bien que ce n'est pas aussi spécial que ça. C'est dans le rituel normal des choses. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame Douard. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On va revenir immédiatement après. Restez avec nous. Un autre grand succès avec la deuxième édition du championnat canadien de l'Est d'accélération sur neige qui se tenait à la Sarre du Vin au 22 janvier dernier. J'en discute avec un des grands responsables de ce championnat et président du CAMAO, M. Daryl Gildart. M. Gildart, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Gildart, on peut dire un autre grand succès, c'était la deuxième année. Est-ce que dans l'ensemble, les personnes responsables sont quand même satisfaites de ce deuxième événement? Oui, en général, on est satisfait. On est très satisfait du côté compétiteur. On a augmenté notre inscription pas mal. Oui, justement, oui. Mais on est très satisfait. C'est sûr qu'on a eu quelques problèmes techniques hors de notre contrôle durant la fin de semaine, mais ça fait partie de tous les événements organisés. C'est l'hiver, c'est sûr. L'hiver, c'est pas comme en plein mois de juillet. Il me semble qu'il y a peut-être des petites connexions ou des choses, peu importe, qui peuvent faire défaut, qui n'arriveraient pas au mois de juillet. Non. Mais skidoo, motoneige, au mois de juillet, on peut en faire, mais disons que c'est peut-être pas le temps idéal. Donc, on est en hiver. C'est sûr qu'on a à faire face à quelques petits problèmes, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien déroulé. Oui, très bien déroulé. Puis on est très satisfait de la deuxième édition. Là, on est après finir le décompte. Oui, le décompte, les compilations du résultat. Okay. On va avoir une réunion sous peu là, avec les membres qui font partie de l'organisation là, pour mettre les points au clair. Il y a une chose, M. Gildart.
Dans votre équipe, il y a plusieurs dames qui font partie dans votre équipe de bénévoles, mais la principale dame cette fin de semaine-là, était avec vous autres, c'est Dame Température. Oui, oui. En fin Elle de était semaine, vraiment avec vous autres, on était comparativement très satisfaits. à l'an passé. Oh, oui. Comparativement à l'année passée, c'était jour et nuit, on va le dire. C'est entre moins 40 avec du soleil et puis moins 8, moins 10 avec un petit peu d'ennuagement. Oui. On était très satisfaits de ce côté-là. Oui, disons que ceux qui ne se sont pas déplacés vont avoir de la difficulté à dire, bien, il faisait pas beau, il faisait trop froid. Il neigeait, non, c'était vraiment la fin de semaine. C'est ça. C'était vraiment la fin de semaine à comparer avec l'an dernier, on s'en souvient très bien, avec du moins 40 quelques, puis dans la journée du moins 25. Oui, c'est vrai que vous allez peut-être dire, les gens vont dire, oh oui, mais regarde, ce sont des motoneiges, je ne sais pas, au mois de juillet, comme je disais, mais quand même, entre moins 10, moins 12 et moins 40, il y aura même une marge. Oui, il y a une grosse différence, puis ça a paru. Ça a été grandement apprécié. Le monde a pu rester dehors, voir les courses encore plus, même si on web diffusait sous le chapiteau en direct. Le monde a apprécié. Moi, il y a une chose que j'ai entendue beaucoup sur le site, c'est que c'était le confort et il y avait de tout. De tout, en ce sens qu'on pouvait entrer là le matin, on n'avait pas besoin de sortir parce qu'il y avait vraiment le confort, il y avait juste le guichet automatique, il y avait de tout. Un traiteur qui faisait une bouffe, excusez l'expression, mais une bouffe très, très, très de qualité. Oui. Puis, peut-on demander plus? On peut toujours demander plus. Question à savoir si on va le recevoir, c'est une autre histoire. Exactement. Mais c'était notre deuxième année, effectivement, avec le guichet automatique sur place. On a eu des problèmes l'année passée parce que le guichet, en tout cas, c'est de l'électronique. Il y a eu des affaires qui ont brisé. Puis, cette année, on leur a dit, on veut un guichet neuf sur place. C'est ça qu'on a eu. Et puis, pas de problème. Non, vous avez tout à fait raison. Un guichet automatique sur place, la restauration, le bar sur place. La chaleur à l'intérieur. Si on voulait aller au froid, parce que c'était quand même très, très raisonnable comme température, on pouvait aller dehors. Disons que tout était là en fonction pour faire de cette fin de semaine-là une réussite. Puis ça a été, je crois, une réussite quand même très bonne. Oui, très, très satisfait de notre part. On va parler justement des championnats directement parce qu'il y avait beaucoup de monde. Un qui a vraiment dominé, là, M. Gildart, ce championnat-là, c'est Brent Armitage de South Porcupine, Ontario, qui a gagné 7 des 17 catégories. C'est une domination. Bien, une domination, c'est parce que le monsieur, il a deux machines. Il travaille extrêmement fort sur ces deux machines. Il veut toujours être le leader en avant, puis il le prouve toutes les années que, regarde, l'ouvrage qu'il met dans ses machines pour être là est justifié. Elle est là, elle est justifiée, puis il est capable d'arriver. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils ont fait en fin de semaine ici un 119 points quelques milles à l'heure. Ça a été impressionnant, ça a été encore plus rapide que l'année passée. L'année passée, je crois que c'était 109 ou 111. Il vient temps que ça n'a pas de limite, quasiment. Ah non, ils peuvent monter ça jusqu'à 120. C'est sûr que c'est plus tirant, comme on dit, sur la neige. Donc... Dites-moi une chose. Vous connaissez ça, vous, ces machines-là? Moi, je connais pas ça, pantoute. Mais je sais qu'il y a plusieurs années passées, parce que j'en ai eu, des motoneiges déjà, plusieurs années passées. Là, je vais employer une expression anglaise, là. Excusez-moi, je ne suis pas contre la loi 101 du tout. Mais on pouvait booster une machine. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de mécanique, on est rendu à l'électronique, on est rendu de sophistiqué à 100%, est-ce qu'on peut faire pareil aujourd'hui sur une machine comme quand on faisait avec les petits carburateurs puis les petits... Et oui, on peut le faire. Ah oui, on peut le faire. Oui, puis des fois, c'est plus facile au point de vue ouvrage, surtout quand il y a de l'électronique, sauf que ça coûte plus cher. Ah, OK. Parce que changer sa boîte électronique comparé à juste un petit ajustement... Ça coûte plus cher, mais ça se fait très bien, puis les gars le font. Ça a été prouvé en fin de semaine. Il y avait des machines avec au-dessus de 300 forces de moteur qui étaient présentes. Il y avait un Apex ou un Attack avec un turbo dessus à,
je pense que c'est une petite affaire au-dessus de 300 forces de moteur. Un bombardier avec pas tout à fait 300 forces de moteur. C'est ce que les gens viennent voir. Oui. C'est ça que les gens, c'est la vitesse. Les gens aiment regarder ces motoneiges-là, puis comparer, puis etc. C'est un peu ça. Mais comme on va à Valleyfield aux courses, aux régates de bateaux. C'est ça. À Valleyfield, c'est la même chose. On va là pour voir de l'action, on va là pour voir des bombes. Oui. Mais c'est pareil aussi là, à la Sarre. Voir les vitesses, c'est les temps de réaction. Oui, aussi. Exactement, aussi. David Lacroix qui a gagné le prix de temps de réaction, le meilleur temps de réaction de la fin de semaine. Ça, c'est le temps que tu réagis à la lumière. Comment on fait ça? C'est tout électronique, c'est sûr, là, mais c'est une fraction de seconde. Une fraction de seconde, je vais vous dire que c'est 0.005 d'une seconde. Aïe, aïe. On n'a pas le temps de se fermer les yeux, là. Non. Absolument pas. Ça, c'est ce qui a gagné le temps de réaction. Il y a une montre d'une valeur de tout près de 700 $ en fin de semaine, gracieuseté de la bijouterie Pépite d'or de la Sarre. Justement, j'avais dans mes questions. C'est rapide. 0.005, là. Puis il y en a eu plusieurs dans le 00. Il y a eu 2 ou 3 009. Puis ce 005-là par David Lacroix. Oui, justement, ce que j'avais ici, là, dans mes questions, meilleur temps de réaction lors des départs, 0,05 secondes. 0,005 secondes. Extraordinaire. Franchement. C'est rapide. Tu commences juste à voir la lueur de l'élément, du globe allumé, puis t'es parti. C'est parti. Parce qu'il peut y avoir un faux départ à ce moment-là. Oui. Tout ce qui est dans le positif, t'es correct. Mais aussitôt que tu tombes à 0.001 dans le moins, t'es en faux départ. Dans les gagnants, on a des gens de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Abitibi chez nous. Pas d'Américains. Non, malheureusement, les 2 ou 3 équipes qui montaient ensemble des États m'ont appelé à la dernière minute. Ils ont eu un décès dans la famille. Ils ont été obligés de revirer de bord pour retourner chez eux. Donc, malheureusement, ils ne se sont pas présentés. D'ailleurs, c'est eux qui montaient avec une machine d'au-dessus de 400 forces de moteur. Ça aurait été vraiment très, très spectaculaire de le voir. Mais malheureusement, ils ont été obligés de virer de bord. C'est des choses qui arrivent. Oui, c'est sûr, exactement. On comprend ça. On n'y peut rien. Non, on n'y peut rien. Puis Il y a un volet amateur pour enfants. Et le gagnant a été Carter Armitage de South Porcupine. C'est sûrement le fils de Brent. Oui. Alors, c'est de père en fils. De père en 2 fils. En 2 fils. Il y a Carter puis Ryan Armitage. Il y a 2 fils. Donc, c'est ça. Ça a été demandé cette année d'essayer de mettre une catégorie pour enfants, les mini 120. C'est ce qu'ils ont le droit de 5 à aller jusqu'à, je pense, c'est 12 ans. Ils ont le droit à pas plus que 120 cc. Donc, on a embarqué ça cette année en essai pour voir si ça allait répondre. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. On n'a pas eu ce qu'on pensait d'avoir. On a eu 5 ou 6 participants. Mais on est très contents. Le monde a aimé ça. Puis les enfants aussi ont aimé ça. Ça veut dire que le papa Brent a sûrement mis le petit tournevis dans le moteur de son fils. Il l'avoue pas, mais je pense que oui. C'est sûr que quand on regarde ça, mais quand c'est légal, et surtout, moi, j'aime la sécurité à ce moment-là. C'est quand même très important. Puis, le point de vue sécurité, c'est essentiel. Il y a des règles à suivre. Oui. Et puis, c'est primordial, si on veut continuer à avoir des courses de qualité ou des courses tout court, la sécurité de mise, parce que quand il y aura trop d'accidents, on n'est plus capable d'avoir l'assurance, donc on ne peut plus courser, à moins que vous voulez prendre la chance d'en faire sans l'assurance. Mais moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Je pense que je penserais pas. On parle d'une centaine d'équipes du Québec, de l'Ontario, de la Saskatchewan. C'était dans les prévisions où c'est sûr que là, on n'a pas eu d'Américains pour ce que vous venez de dire. S'il y avait une 3e édition, compteriez-vous avoir vraiment des Américains en plus grand nombre? Je veux dire, en plus grand nombre, là, il n'y en a pas eu dû à un décès, là, mais seulement que par contre, ça va être une chose à travailler à ce moment-là? Je pense que j'ai pas besoin de le travailler trop fort. Et, ils sont convaincus que c'est un bon événement. Il y avait déjà un Américain qui a monté la première année. Donc, ça s'est parlé sur ce côté-là.
il y en a Le déjà, bouche-oreille, il y en a déjà 3-4 compétiteurs, 3-4 équipes qui étaient supposées de monter, mais tu sais, avec la valeur qu'ils ont eue, ils ont viré de bord, c'est comprenable. Oui, c'est ça. Ils sont déçus de ne pas être capables d'être venus. Mais je crois que l'année prochaine, ils vont être au rendez-vous. Puis je ne suis pas inquiet. Puis même la Saskatchewan, les 3 équipes qui étaient ici, et puis sont retournées chez eux. Et puis le président de la SSRA m'a rappelé la semaine d'après. Puis ils sont déjà après d'en parler avec d'autres équipes là-bas. Puis ils sont tous en train de s'organiser pour monter cette année, l'année prochaine à la 3e édition. On parle de 212 inscriptions, c'est une hausse de 20 à 25 environ. 32 bénévoles puis des milliers de spectateurs dans l'ensemble. Je sais qu'on en a parlé, j'aimerais revenir sur ça. C'est satisfaisant pour cette deuxième édition. On est très content de la participation au niveau compétiteur. Niveau bénévole, on est content des bénévoles qu'on a. On les apprécie beaucoup. Sans eux, on ne serait pas capable de faire ça. Mais il faut augmenter notre nombre de bénévoles parce qu'on épuise nos bénévoles qu'on a, vu qu'on n'est pas assez. Plus qu'on est, on demande trop d'efforts aux bénévoles, puis s'il y avait juste peut-être 10-12 bénévoles de plus, ça pourrait amoindrir la tâche de chacun des bénévoles. Ça serait très important. Tout le monde serait un peu plus heureux, moins fatigué le soir, on pourrait s'amuser un peu plus après la fin de la journée. Et la piste était idéale? Excellente, la piste. Je n'ai que eu des bons commentaires de la piste. Monsieur Gildart, c'est tout le temps que nous avions. Il reste à peine 1 minute. Une 3e édition en 2013? On ne dit pas non. On ne dit pas oui tout de suite. On va finir les décomptes. Oui, on a des choses à regarder, comme on a fait l'année passée, des décomptes, une couple de rencontres avec les gens intéressés. Parce qu'il faut dire que s'il y a une 3e édition, ça commence à se préparer tout de suite. Là. Ça va commencer à peu près. Ça va prendre à peu près un autre mois avant qu'on se lance encore dans la préparation. Mais oui, c'est définitivement une chose à voir, c'est qu'il va falloir commencer tout de suite à embarquer dans la préparation de la 3e édition si on se décide de la faire. On espère qu'il y aura une 3e édition parce que, encore une fois, c'était très, très bien organisé. Puis félicitations à vous, M. Gildart, et à toute votre équipe et aux bénévoles, surtout des grands merci aux bénévoles, parce que sans ces personnes-là, il n'y aurait pas eu de 1e et 2e édition, encore pas une 3e. M. Gildart, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, M. Lacasse. Et on peut se dire à l'an prochain. Oui. J'en suis persuadé. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de l'Info 9. Au revoir.